Les émotions ont des idées. Réagir lorsqu'on est sous l'émotion, on réagit pas par nous-mêmes, on réagit par l'idée de l'émotion. Il faut pas prendre des décisions quand on est en colère ou quand on est hyper content. Pourquoi? Parce que c'est l'état émotionnel à l'instant T qui te pousse à voir les choses d'une certaine manière. Ça me fait penser à un truc, c'est la raison pour laquelle quand tu veux acheter une voiture neuve, le vendeur il te fait asseoir dans la voiture, il te fait conduire, on te met dans un état un peu d'euphorie par rapport à la voiture et au fait tu te rends pas compte que tu viens de lâcher 60 000 ou 80 000 euros sur une voiture. N'oublions pas que la motivation est liée à l'hormone de récompense. Donc, si il n'y a pas de sécrétion d'hormones, pas de motivation. Une chose à retenir pour le cerveau, ton projet vient en second plan. Le plus important, c'est ta sécurité. Donc, le hacking, pour contourner le fonctionnement du cerveau, c'est de changer ma perception de la tâche. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura une appréhension en lien avec la tâche, ça serait lourd en fait. Si je prends un exemple, quand tu dis je vais lire un livre et je vais dévorer un livre, c'est pas la même chose. Le cerveau, il fonctionne par association. Il sait ce qu'implique tel mot. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble quelles sont les failles du cerveau qui nous poussent à abandonner trop tôt. Et pour répondre à cette question, j'ai un invité spécial, donc c'est Luc-Antoine Sambou, qui est préparateur mental, qui est expert en intelligence émotionnelle. Luc-Antoine, il a appris auprès des préparateurs mentaux de Manchester United, donc c'est vraiment une pointure dans son domaine, il connaît bien le cerveau. Et pour avoir échangé avec lui plusieurs fois sur les questions de cerveau, de motivation, j'ai vraiment été bluffé à chaque fois, à chaque échange en fait. C'est juste incroyable ce qu'il est capable de savoir et comment il peut aider à manifester son plein potentiel. Voilà, je vais arrêter les éloges là et je vais laisser Luc-Antoine se présenter et ensuite on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Bonjour à tous, merci Frédéric. Alors donc moi je suis Luc-Antoine, coach et formateur en intelligence émotionnelle, donc CEO de Montage Success. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour parler de ce sujet en lien avec la motivation et donc qui est lié directement aux émotions. Et moi, ma passion, c'est de comprendre toujours qu'est-ce qui motive les gens à agir, pourquoi il y a certaines qui agissent facilement et pourquoi il y a d'autres personnes qui traînent des pas. Et donc voilà, je pense que dans cette interview, vous aurez des clés qui vont vous permettre de mieux comprendre pourquoi il y a des moments où vous vous sentez motivé et il y a d'autres moments où vous ne le sentez pas. Donc, moi, la première question que je vais avoir pour toi, qui est une question que je pense que tout le monde se pose ici, c'est pourquoi quand on est motivé par quelque chose, c'est-à-dire on a entendu une vidéo de formation, une vidéo de motivation, etc., on est pris de motivation pour faire les choses. Pourquoi cette motivation-là qui nous prend ne dure pas dans le temps? Pourquoi elle finit par s'estomper? Et je pense que ceux qui nous regardent vont reconnaître de quoi je parle. Au début, on a envie de faire les choses, on se dit ça y est, c'est mon tour, il faut que j'y arrive, etc. On se met en action. Admettons, tu veux par exemple courir le marathon de Paris, tu te mets en action, tu te dis ça y est, je vais courir le marathon de Paris, tu te surmotives. La première semaine, tu commences ton entraînement, tu vas courir, et puis la deuxième semaine, quand tu te poses la question, t'en es où avec le marathon de Paris? Plus de sang, plus d'images, plus rien. Donc pourquoi en fait on peut être comme ça galvanisé pendant un certain temps? Pour certains ça dure 1 heure, pour d'autres 1 semaine, pour d'autres 1 mois, et ensuite ça s'estompe. Merci pour la question, c'est une très bonne question. C'est parce que c'est lié aux émotions en fait. La motivation émotionnelle elle n'est pas logique. Donc ça c'est un point important à comprendre, c'est lié aux émotions, c'est lié à la sécrétion d'hormones de récompense. Donc sur le moment, j'entends quelque chose, je vois quelque chose, ça me galvanise, ça me motive parce que voilà, je trouve un intérêt, je me dis c'est super, c'est intéressant et il y a sécrétion d'hormones et sur le moment, j'ai des idées. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire que les émotions ont leurs propres idées. Et c'est pourquoi parfois, sur le coup, la personne va dire mais j'irai m'inscrire à la salle de sport, je veux faire ceci, je veux faire cela, parce que elle est poussée par ce ressenti, par ces émotions qui montent en elle et du coup, ça lui pousse à prendre des décisions mais qui ne vont pas durer parce que la base de ces décisions prises sont émotionnelles. D'accord. Les émotions ont leurs propres idées. Donc, ça signifie que dans les idées qu'on a dans notre cerveau, là, on a des idées qui ne viennent pas forcément de nous, mais qui viennent des émotions. C'est ce que tu veux dire? Oui, qui viennent de notre état émotionnel à l'instant T. Donc, ça veut dire que, parce que j'ai entendu, je prends un exemple, je vais dans un séminaire et on me dit, voilà, avec telle stratégie, tu peux monter un business qui va te rapporter 10 cas par mois. Et donc, du coup, je me sens motivé, je me dis, waouh, c'est intéressant. Et là, j'ai une idée, je me dis, ouais, mais je pourrais prendre ceci. Et donc, c'est ce ressenti-là qui va me pousser à me dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que si je n'étais pas dans cet état émotionnel, je n'aurais pas eu ces idées-là, en fait. Ça serait pas clair. Pour l'instant, c'est clair parce que je suis
suis dans un état émotionnel X. C'est D'accord. pourquoi, je pense que tu l'as déjà entendu, on dit souvent, il faut pas prendre des décisions quand on est en colère ou quand on est hyper content. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est l'état émotionnel à l'instant T qui te pousse à voir les choses d'une certaine manière. Donc, du coup, on parle même pas de logique, au fait. C'est toujours l'état émotionnel dans lequel on se trouve à l'instant T qui nous pousse à prendre des décisions. Ça me fait penser à un truc, c'est la raison pour laquelle quand tu vas acheter une voiture neuve, on te fait asseoir, on te fait conduire, on te met dans un état un peu d'euphorie par rapport à la voiture, avec toutes les nouvelles options, les gadgets, etc. Et toi, t'es hyper enjoué et au fait, tu te rends pas compte que tu viens de lâcher 60 000 ou 80 000 euros sur une voiture Et qui après, tu seras plus dans cet état émotionnel. Quelques jours après, tu vas te dire, oh, bon, ok, le chèque a déjà été signé et voilà. C'est clair. Moi, c'était une petite parenthèse. J'y ai pensé. Je pense que ça illustre bien ce que tu dis. Donc, la première des choses à retenir pour nous et pour les personnes qui nous regardent, soit qui nous écoutent sur le podcast ou qui nous regardent sur YouTube, c'est que les émotions ont des idées et donc réagir lorsqu'on est sous l'émotion, au fait, on réagit pas par nous-mêmes. On réagit par l'idée de l'émotion. Ouais. D'accord. Mais ce que tu dis là, ça explique en partie pourquoi la motivation s'estompe, parce que si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si j'ai pas bien compris. Donc, la motivation va s'estomper parce que l'émotion, elle ne dure pas dans la durée. L'émotion, elle est spontanée et elle a un petit temps. Donc, elle va créer un genre d'écho comme ça de motivation. Mais cet écho, bien sûr, comme la source, c'est terminé, l'émotion est finie, hein. Donc, au fur et à mesure, comme un peu, tu sais, les ondes dans l'eau, quand tu jettes un caillou dans l'eau, au début, c'est puissant, ça grandit, et après, ça va s'estomper. De la même manière, ta motivation, elle finit parce que la source de l'onde de choc a disparu. Oui. Mais ça, ce que je ne comprends pas, jusque-là, je suis d'accord avec toi. Mais là où je veux que tu éclaircisses, c'est nous, par exemple, chez Mental Success, parce que, pour les auditeurs, nous sommes aussi associés chez Mental Success. On accompagne des personnes qui mettent des milliers d'euros dans leur accompagnement et on va voir que ces personnes, quand elles rejoignent de leur propre chef, elles choisissent, d'accord? Elles ont un objectif de scaling par rapport à leur entreprise. Elles se disent, moi, j'ai envie de mettre en place un projet ou bien j'ai envie que ma boîte, elle décolle. Ils ont des objectifs. Moi, personnellement, de mon point de vue business, après, heureusement qu'on t'a toi qui t'occupe de la partie un peu préparation mentale. Mais moi, de mon point de vue business, je me demande qu'est-ce qui leur arrive. Pourquoi, pour certains, alors qu'ils ont investi de leur propre chef de l'argent, ils ne sont plus enclins à mettre en place les différentes stratégies pour lesquelles ils ont investi. Et on voit rapidement une démotivation. Et là, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas une motivation qui venait de quelque chose qu'ils avaient entendu. C'est pas une motivation qui venait de quelque chose qu'ils avaient vu. C'est une motivation qui venait de l'intérieur d'eux. Moi, que je comprends pas comment ça fonctionne. C'est une motivation intrinsèque. La personne décide de croître dans son business, elle fait le choix d'investir dans une prestation et c'est un choix business, c'est pas un choix émotionnel. Mais pourquoi malgré ça, il y a des gens qui ne persévèrent pas et qui se démotivent et il y a toujours besoin de reprendre des coachings avec toi pour essayer de les refocaliser sur ce qui va les motiver et les driver? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Alors, il y a plusieurs points qui peuvent expliquer cela. Alors, premièrement, quand la personne décide de se lancer dans le business, donc elle mène de son argent, elle dit, OK, moi, je vais créer, par exemple, un salon de beauté. OK. Et donc là, elle commence les premières semaines, les premiers mois, elle est motivée. D'accord. Alors, n'oublions pas que la motivation est liée à l'hormone de récompense. Donc, si il n'y a pas de sécrétion d'hormones, pas de motivation. D'accord. Donc, il faudrait que la personne s'arrange à sécréter les hormones liées à la motivation, les hormones de récompense. D'accord. Là, on est d'accord. Mm-hmm. Alors, très souvent, les personnes perdent de vue parce que pour qu'il y ait sécrétion d'hormones, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose, donc de sécrétion d'hormones de récompense, donc la notion de récompense. Donc, si je ne fais rien, j'ai pas de récompense. Alors donc, dans mon projet, lorsque je perds de vue les avantages en lien avec mon projet. Je sais que oui, je veux monter mon salon, c'est intéressant, mais lorsque je ne perçois plus, lorsque mon cerveau ne le perçoit plus, je suis plus enthousiaste à l'idée de, en ce moment-là, il n'y a pas sécrétion d'hormones parce que intellectuellement, oui, je travaille sur le projet, d'accord, mais émotionnellement, il n'y a rien qui se passe au fait. Je ressens pas le truc, je ressens plus la chose, je ne vibre plus. Elle me fait plus vibrer. Mais pourquoi?
Alors, pourquoi? Parce que, mais je me suis focalisé sur autre chose. Il y a deux enjeux. Il y a les avantages. Donc, en gros, pour être à fond dans son business, pour être motivé, mais il faudrait être constamment, il faudrait avoir vraiment les avantages devant soi, en fait, et les réaliser, les vivre au quotidien pour que ça puisse nous galvaniser. Parce que tu as bien compris que ça respecte un principe, c'est scientifique. Donc, il faudrait que ton cerveau perçoive la chose, perçoive les avantages. Si elle ne perçoit pas les avantages en lien, donc d'une manière régulièrement en lien avec le projet, en ce moment il y aura auto-sabotage, donc je ne vais pas ressentir cette motivation-là. Ça, c'est le premier point quand on parle des avantages. Un deuxième point, il se pourrait aussi les freins, les appréhensions que nous avons en lien avec le projet va faire à ce que le cerveau va se dire ce que tu veux faire est dangereux ou bien n'est pas bon pour toi. Donc, je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui a bien passé le week-end en famille et qui décide de se lancer dans un projet qui va le solliciter les week-ends. Et là, le cerveau, il comprend que, mais ton week-end est important, tu te lances dans quelque chose qui va solliciter ton week-end et ça, c'est pas bon. Et donc, inconsciemment, elle va te pousser à auto-saboter ton projet. Mais comment est-ce qu'elle va le faire? Elle va passer par la motivation. Donc, vu qu'elle ne veut pas que tu puisses mener les actions pour auto-saboter, et donc, comment faire pour que tu puisses pas passer à l'action? Elle va venir auto-saboter, donc en te donnant des fausses idées. Oui, mais là, actuellement, t'es occupé à faire autre chose, ou bien tu te sens un peu motivé, prends soin d'abord de tes enfants. D'abord, il y a tel projet, ou bien il y a tel point, il faudrait travailler dessus, au fait. Donc, elle va essayer de t'éloigner un peu de tes actions pour que tu puisses pas forcément concrétiser le projet parce que ton cerveau a déjà vu qu'il y a une menace qui t'attend devant, en fait. Et donc, ça peut être aussi quelque chose, peut-être que tu as du mal à réaliser, tu as du mal à faire, et tu te dis, ton cerveau, il voit que ça va te demander de fournir beaucoup d'efforts, alors que, je prends par exemple, si c'est du design que tu dois faire, ou bien monter un site web, et que tu n'es pas à l'aise avec. T'aimes bien ton projet, mais sauf que tu as des petites appréhensions parce que il y a des difficultés, il y a des choses que t'aimes pas trop qui est en lien avec ton projet. Donc, quand ton cerveau, il voit ça, mais il va t'arrêter. Mais pour t'arrêter, il passe par la motivation. Donc, il va faire à ce que ta motivation puisse baisser. Parce que si elle baisse, mais tu passes par l'action. D'accord. Il y a quelque chose qui est curieux dans la façon dont tu parles du cerveau. Tu en parles comme si il était capable de prendre des décisions. C'est comme si c'était une deuxième entité qui était capable d'avoir un mécanisme de fonctionnement et de prendre des décisions quasiment à notre place. Je sais pas si c'est ce que tu veux exprimer. Oui. Donc, on a deux parties. On a la partie consciente qui représente que 5% et la partie inconsciente qui représente 95%. Parce que normalement, on peut pas descendre des marches et parler au téléphone, c'est impossible, mais on le fait. Tu regardes même pas là où tu mets tes pieds, mais tu descends, même en courant. C'est parce que il y a un côté inconscient qui contrôle ça, en fait. D'accord. Et donc, c'est le côté inconscient qui, lui, quand il perçoit quelque chose qui pourrait te déranger toi personnellement, il le traite en automatique. Donc, il auto-sabote en automatique. D'accord. En automatique. Et donc, une chose à retenir pour le cerveau, ton projet vient en second plan. Le plus important, c'est ta sécurité. Donc, s'ils sont que dans ce projet-là, il y a quelque chose qui pourrait te déranger. Mais quand je dis déranger, c'est vraiment même légèrement, en fait. Quelque chose qui pourrait t'embêter, qui pourrait te déranger, ou bien qui pourrait solliciter plus d'efforts. En ce moment-là, il va vouloir auto-saboter. Et donc, quand tu parles, par exemple, des personnes qui sont accompagnées, si dans leur tête, par exemple, elles se disent, ah ouais, mais il faudrait que je fasse la communication, et qu'elle a fait la communication, et après, elle s'est rendue compte que ça n'a pas marché comme elle souhaitait, elle peut se dire, ouais, ce truc-là, c'est bizarre, ça marche pas, c'est compliqué. Et donc, quand le cerveau voit une appréhension, mais il va vouloir auto-saboter parce qu'il voit que c'est quelque chose qui te dérange. Donc, il y a un mécanisme de protection au niveau du cerveau qui ne nous demande pas notre avis et qui sabote tout ce qui pourrait nous faire sortir de notre zone de confort. Voilà, qui pourrait nous déranger, Ouais. Ok. Maintenant, une fois que l'on sait ça, moi je suis content de savoir ça et je pense que toutes les personnes qui nous suivent aussi, comment je fais pour hacker, pour contourner du coup un mécanisme qui est naturel et qui est automatique chez le cerveau? Comment je fais pour aller forcer la sécrétion des hormones là de la motivation, mais en permanence? Parce que au fait, un projet pour qu'il voit le jour, c'est lent. Je prenais l'exemple de la préparation d'un marathon, ça se prépare sur 6 mois, 1 an, 2 ans des fois. Je prends l'exemple d'un projet, un salon de beauté.
beauté, comme tu as pris l'exemple. Un salon de beauté, c'est pas en un claquement de doigts. Il faut se former, surtout si on n'est pas du métier. Il faut préparer le truc, il faut préparer son dossier d'emprunt si on a besoin d'emprunter. Il y a tout un chemin, c'est un chemin de la croix. Comment tu fais pour partir de la motivation initiale et continuer à la garder en forçant les récompenses, mais au niveau de ton cerveau? Pour que le cerveau, tu vois, il continue à t'accompagner avec des motivations. Que pour moi, c'est compliqué de me dire, mais comment on fait? Ok, alors là, je pense que c'est important. Ça, je pense, ça se définit au début. Donc, D'accord. lorsqu'on définit son projet, mais il faudrait que son projet soit assez motivant, en fait. Il faudrait qu'il y ait les vraies sources de motivation. Alors, je prends un exemple. Si je veux juste avoir de l'argent. Donc, je me lance dans du dropshipping ou dans le consulting. Oui. Si demain, je rencontre des difficultés, je peux abandonner facilement parce que il n'y a pas vraiment quelque chose qui me nourrit de l'intérieur. D'accord. Donc, il faudrait déjà à la base se rassurer que j'ai suffisamment des éléments motivants en lien avec mon projet. Parce que si je sais que ça va me prendre 2 ans pour vraiment déployer le projet, et je dois me poser la question, est-ce que j'ai suffisamment de raisons pour me motiver, pour me garder motivé tout le long de la réalisation du projet. Donc ça, c'est le premier point vraiment. Et très souvent, parfois, on sous-estime cela et on choisit un projet comme ça sans savoir si on a vraiment des vraies sources de motivation. On a une vision en lien, en fait. Ça veut dire que demain, si je rencontre des difficultés, là, je vais donner une astuce qui va permettre à la personne de comprendre c'est quoi la vraie source de motivation. Donc, si demain, par exemple, tu rencontres des difficultés en lien avec la réalisation de ton projet, quelle est la chose qui va te pousser à te dire non, malgré ces difficultés, il faut que je tienne bon à cause d'eux. À cause d'eux. Mais c'est quelle chose là? Est-ce que c'est parce que tu veux lever les fonds pour pouvoir créer un orphelinat? Et donc, quand tu penses à ces orphelins, tu te dis non, à cause d'eux, je dois payer le prix. À cause d'eux, je vais persévérer. Et donc, c'est important d'avoir une vraie source de motivation. Et donc, ça, c'est le premier point. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on va rencontrer des difficultés, voilà, on pense à ça et ça nous galvanise. Alors, le deuxième point en lien avec cela, c'est déjà de pouvoir avoir quelque chose d'assez challengeant. Parce que si le cerveau, il voit pas l'importance du projet, si c'est pas assez challengeant pour nous, si c'est un truc normal, basique, ça ne motive pas en fait. Au fait, le cerveau, il a tout le temps besoin d'être excité, il a toujours besoin qu'il y ait une raison qui le pousse à agir. Donc, si tu veux faire comme tout le monde et que derrière, il n'y a rien derrière qui t'attire quelque chose de plus excitant, ben, la motivation sera flat, en fait. Okay. Donc, du coup, tu vas pas ressentir, ces hormones-là ne seront pas sécrétées, tu vas pas être galvanisé. Ok, là, j'ai vraiment envie qu'on soit dans le concret parce que cette étape est très compliquée à comprendre. Admettons, moi, aujourd'hui, tu le sais, je crée The Momentum, qui est une boîte avec un objectif d'aider les entreprises à scaler, d'accord? Au début, donc, j'ai une motivation parce que j'ai une vision, je sais où est-ce que ça m'emmène, je me dis, ok, j'ai vraiment une vision pour des personnes qui, comme moi, viennent d'un milieu pauvre et ont choisi l'entrepreneuriat pour s'émanciper de la pauvreté, pour sortir de là, pour créer bâtir une fortune et pouvoir changer le cours du destin de toutes les générations à venir, dans sa famille, bien sûr. Comment tu pars de cette motivation où tu penses à toutes les personnes que tu vas aider, toutes les personnes que tu vas accompagner dans cette destinée-là? Comment tu pars de ça et ça devient maintenant ton driver au quotidien? Parce que, au fait, moi, je crains que ce que tu dis, ça soit juste l'étincelle du début. Parce que vis-à-vis des difficultés, au final, la crainte, c'est de retomber dans les questionnements ou dans le sujet du jour, le fait d'abandonner trop vite. Mais c'est quoi vraiment le secret au quotidien? Et ne me parle pas de la motivation initiale. Oui, tu veux aider les entrepreneurs. Parce que je sais, tout le monde a une motivation initiale, mais pourquoi ça ne tient pas, Luc? Ça tient pas. Mais comment tu fais au quotidien pour que ça tienne, que t'aies les récompenses? Et quand tu me dis, par exemple, il faut que ce soit challengeant, mais d'où viennent les challenges, tu vois? Parce que, admettons qu'on soit dans l'hypothèse où les challenges que je rencontre avec The Momentum au quotidien ne sont pas suffisamment ou ne sont pas perçus par mon cerveau comme challenge, que c'est pas suffisamment excitant. Donc ça signifie que je vais me décourager. Mais comment je fais pour hacker ça? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux vraiment que tu nous donnes le secret pour que, quel que soit ce qui se passe, que le challenge soit dur, qu'on soit sur une période flat, qu'on soit dans une période où tout va bien. Parce que j'ai vu des entrepreneurs déprimés parce qu'ils ont atteint le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et que le calme plat est arrivé dans l'entreprise, que les turbulences du début ont disparu. Et les gars font des dépressions alors qu'ils ont réussi. Mais comment? Voilà, réponds-nous vraiment à cette question. Quelle arme on peut utiliser? Alors, déjà, je vais aborder le point du résultat
et du processus. Donc, il y a les personnes qui arrivent à se discipliner et à garder la motivation dans la durée. Ce sont des personnes qui ne se focalisent plus uniquement sur le résultat, donc ce que je vais atteindre, mais qui tombent amoureux du processus. Mais c'est quoi la différence pour le cerveau entre le résultat et le processus? Alors, c'est quoi la différence? C'est que pour le cerveau, tu as le résultat, donc ce qui te galvanise, ce qui te nourrit, ce que tu vas atteindre, ce que tu auras comme récompense. Donc, ça, c'est sur le long terme que tu peux percevoir et tu as les effets aujourd'hui. Et du coup, les tâches que tu dois faire maintenant aujourd'hui. Oui. Si tu te dis, OK, par exemple, quelles sont par exemple les tâches que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois par exemple travailler sur les process parce que moi je suis déjà à la phase où je recrute, mais j'ai une équipe qui grandit toujours de plus en plus. Donc je dois travailler sur les process, je dois faire du management, je dois être au four et au moulin sur la prospection. Des fois, je dois mettre les mains dans les cambouis pour coder un peu l'application de The Momentum, mais c'est du no-code, tu vois. Donc je suis un peu partout et il y a des tâches que j'aime beaucoup. Par exemple, travailler sur des process, je suis quelqu'un qui est vraiment qui a cette capacité de concevoir des macro-process complexes. Ça, j'aime faire. J'aime aussi créer du contenu, comme on en fait en ce moment. Mais il y a des choses que je n'aime pas faire. Je n'aime pas tout ce qui est design. Je n'aime pas écrire, tout simplement. Écrire des mails, écrire des pages de vente, etc. Je n'aime pas ça, tu vois. Okay. Et ça, j'ai tendance à essayer de le déléguer ou à essayer de le fuir au maximum. Voilà. Et donc là, tu vois, tu réponds à la question parce que là, maintenant, quand je dis tomber amoureux du processus, c'est de ces différentes tâches-là. Tu vois, j'ai vu la manière dont tu définissais les tâches. Donc, je pouvais voir ton non-verbal. Il y a certaines tâches qui te galvanisent pas, que t'aimes pas trop faire. Et c'est pour toi, c'est comme si c'est une charge, tu vois. Et donc, lorsque tu veux faire quelque chose, le cerveau, il va voir quelle est ta perception de la chose, en fait. S'il sent que c'est quelque chose que t'aimes pas trop faire, ou bien qui va solliciter des efforts, et ainsi de suite, du coup, il ne va pas te donner la motivation. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas te donner la motivation parce que il se dit que c'est quelque chose qui va te déranger. Tu vois, par exemple, le design ou bien écrire, il va pas te donner la motivation. Tu vas être motivé pour faire autre chose. Maintenant, comment faire pour tenir sur la durée? C'est que si je sais que déjà à la base, j'aime pas ceci, j'aime pas peut-être rédiger les mails, j'aime pas créer le contenu, par exemple, vidéo. En ce moment-là, je comprends que si je perçois toujours les choses de cette manière, j'aurai un problème de motivation à ce niveau-là. Donc le problème, c'est ma perception, c'est ça? Oui, ta perception de la tâche. D'accord. Donc, le hacking, pour contourner le fonctionnement du cerveau, c'est de changer ma perception de la tâche? De la tâche, au fait. Donc, d'apprécier. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura une appréhension en lien avec la tâche, ça serait lourd, au fait. C'est aussi simple que ça, en fait. Au fait, si tu veux, le cerveau, comme la manière dont il fonctionne, premièrement, il doit vérifier s'il n'y a pas d'appréhension pour te laisser avancer naturellement. Donc, s'il voit une appréhension, il va vouloir te bloquer. Maintenant, il y a une seule chose qui permet de pouvoir surmonter les appréhensions, c'est un niveau de motivation plus élevé. Plus élevé que l'appréhension, en fait. Et comment je fais pour aller au niveau de motivation plus élevé que l'appréhension? Voilà. Et donc, pour aller au niveau de motivation plus élevé que l'appréhension, ça veut dire que tu dois te refocaliser sur ton objectif de départ, en fait. C'est pas que tu le visualises un seul jour. Ça veut dire que, par exemple, si toi, tu veux vraiment aider les gens à scaler rapidement leur business, mais tu dois percevoir cela au quotidien, en fait. Pour que, même si tu rencontres des difficultés, que ça puisse te permettre de pouvoir les surpasser parce que tu as plus d'avantages par rapport au coût à payer, en fait. Tu vois, aux efforts à fournir. Ouais, d'accord. Et ça me fait penser à un sujet, c'est une parenthèse, je sais pas si ça te dévie un peu du cours de ta pensée, mais quand tu parles de visualiser au quotidien, ça me fait penser à la visualisation et j'aimerais vraiment avoir ton avis sur ça. Est-ce que tout ça, c'est vraiment des conneries? Le fait d'avoir un visual board avec des photos de ce qu'on veut accomplir, de fermer les yeux, de le voir, de le sentir. Est-ce que vraiment scientifiquement, d'un point de vue des neurosciences, t'es plutôt partisan de ça ou pour toi, vaudrait mieux se mettre au travail et plutôt que de passer une heure le matin à visualiser, à voir ce qu'on veut faire, faut se mettre au boulot et délivrer? Je pense que je suis d'accord avec tous les deux points, en fait. Au fait, on revient toujours sur la science. Parce que la personne qui décide de passer à l'action, elle passe à l'action. Lorsqu'elle passe à l'action, elle fait pas de visualisation, elle passe à l'action. Du coup, on parle d'hormones de récompense. Donc, elle sera récompensée dans l'action parce qu'elle est passée à l'action. D'accord.
D'accord? Maintenant, la personne qui décide de passer par la visualisation, vu que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire, quand elle va imaginer la chose, et le cerveau va penser qu'elle est passée à l'action, et donc du coup, il y a un hormone de récompense en fait, qui sera sécrété. Maintenant, le problème de la visualisation, je rencontre beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit, oui, j'ai fait la visualisation, ça n'a pas marché. Beaucoup de personnes le font mal. Ah, d'accord. Ça, c'est le problème, en fait. Tu vois. Et c'est pas juste imaginer, voir le truc, voir l'argent. Parce que même l'argent, dire, par exemple, 10K par mois, mais le cerveau, il comprend pas ça, en fait. Donc, mais il comprend pas, en fait. Ouais, d'accord. C'est vraiment troublant quand tu parles du cerveau en dissociation avec nous-mêmes. Franchement, je sais pas si ceux qui nous regardent arrivent à suivre, mais en fait, dans tout l'interview, tu fais vraiment une différence entre le cerveau qui a son fonctionnement à lui et nous, en tant que personne. Oui. Donc, tu as la partie consciente et la partie inconsciente. Ouais, je sais Donc, que tu il faudrait que ça descende au niveau de la partie inconsciente, et la partie inconsciente a un langage. La partie inconsciente ne comprend pas 50 000 euros. Non, ne comprend pas 50 000 euros. Il faut convertir ça en son langage, en fait. Un langage qu'elle comprend, et en ce moment-là, c'est là où il y aura sécrétion d'hormones. Mais la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, ils vont visualiser les 50 000 euros, ils vont visualiser les belles choses, l'entreprise, mais pas de motivation derrière, en fait. Ça les pousse pas à avancer. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été pris en compte. Je prends un exemple. C'est comme si tu envoies un message à quelqu'un et tu es sûr que tu as envoyé le message. Tu es sûr que tu m'as envoyé un message et tu me dis, Luc, je t'ai envoyé un message. Je dis, mais non, j'ai pas reçu. Et tu es persuadé que tu me l'as envoyé. D'accord. Et quand tu dis, bon, attends, je vais vérifier, et tu te rends compte au final que tu avais bien écrit le message, mais tu l'as pas validé, en fait. Et c'est ça le truc. Et donc, beaucoup de personnes font la visualisation, mais derrière, ça a peu d'effet, en fait. Tu vois, ça a peu d'effet. Et c'est pourquoi parfois certaines personnes disent, ça ne marche pas, mais ça ne marche pas tout simplement parce que ça n'a pas été pris en compte. Ah, le cerveau n'a pas compris ce que tu voulais dire. Non, il n'a pas compris ça. Ça doit être converti. Ça doit être converti dans un langage que le cerveau, il comprend, en fait, pour que ça soit pris en compte. Si c'est pas converti dans ce langage-là, il ne prend pas en compte, en fait. Bah, du coup, si on se dit, j'arrive à créer de la récompense en mettant en place des actions de motivation supérieures à l'appréhension. Oui. Grâce à de la visualisation, grâce au fait de se focaliser sur ce pourquoi on le faisait au départ, ce qui nous galvanisait, etc. Est-ce que donc, du coup, à partir de là, on a la certitude que derrière ça, on restera motivé dans la durée quoi qu'il arrive? C'est quoi vraiment, grosso modo, le sens de ma question, c'est quoi l'arme ultime? Là, je veux vraiment que tu donnes à tout le monde l'arme ultime qui vient vraiment chapeauter tout ce que tu as dit et qui fait que, avec ça, tous ceux qui sortiront de cette vidéo ne seront plus jamais démotivés pour faire ce qui compte vraiment pour eux. Alors, je pense que je l'ai déjà dit et je vais revenir dessus encore. C'est, vu que, donc, là, on a parlé de l'objectif final, le résultat, mais ce qui fait à ce que les gens rencontrent des difficultés au quotidien, c'est le processus. Donc, ce qu'on fait au quotidien. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre des résultats. Et donc, la chose à faire au quotidien, mais c'est de tomber amoureux. Au fait, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Tu n'as pas une recette que tu as pris comme ça et tu vas dormir et t'es motivé tous les jours. Non. D'accord. Non. Ça veut dire qu'au quotidien, c'est intentionnel. Et donc, pour te donner quelques astuces, par exemple, tu peux être motivé par la parole. Par exemple, par la parole, c'est par les mots que tu utilises. Là, je prends par exemple rédiger par exemple les mails, tu vois. Et donc, ça a une connotation, tu vois, parce que les mots sont vecteurs d'émotion. Parce que ton objectif, le but, c'est juste qu'il y ait de l'émotion, en fait, pour que tu te sentes motivé. Donc, à partir déjà de comment tu définis ta tâche. Si tu parles, par exemple, de démarches administratives, ça, c'est lourd pour le cerveau. Il comprend que ça, c'est une source de démotivation. Et donc, ça veut dire que tu dois prendre maintenant, donc, les tâches que tu n'aimes pas faire, au lieu de les isoler, tu prends la tâche, tu puisses l'inclure dans la vision globale, en fait. Donc, au lieu de voir la rédaction de mail comme une tâche, mais la percevoir comme un moyen pour générer plus de revenus. Et là, tu vois, la source de motivation change. Donc, ça signifie que, et il faut peut-être changer même le wording, donc les mots. Voilà. Les mots que j'utilise pour parler d'écrire la tâche. Parce que les mots sont vecteurs d'émotion. Ouais, d'accord. Les mots sont vecteurs d'émotion. Donc, par exemple, si je veux parler d'écrire un mail copyrighté, je sais pas, un mail de vente, il faut pas que je dise, bah, là, je vais écrire un mail de vente. Je vais développer, par exemple, je vais créer un processus qui va me générer plus de prospects. Ah, ok. Donc, dans mes tâches, au fait, au lieu de dire on va écrire un mail et tout, on va mettre en place le jeu qui va me permettre d'avoir 200 nouveaux prospects demain. Ouais. Et tu vois, là, ça change tout. D'accord.
Tu vois? Parce C'est que vrai. si je prends un exemple, quand tu dis je vais lire un livre Ouais. et je vais dévorer un livre, c'est pas la même chose. Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est la même tâche, mais c'est pas la même chose. Au fait, le cerveau, il fonctionne par association. Il sait ce qu'implique tel mot. Donc, dévorer, il sait C'est ce que manger. ça signifie. Ouais, il sait que c'est manger, c'est du plaisir, etc. Voilà. Et donc, du coup, il prépare ton corps. Tu vois, il prépare même ton corps à se sentir motivé à l'idée de faire de réaliser la tâche. Donc, quand tu parles dévorer, en ce moment, tu vois, tout ton corps commence déjà à s'exciter. Tu vois, par exemple, tu dis, je vais manger du chocolat ou je vais déguster du chocolat. C'est pas la même chose. D'accord. Tu vois, et donc, du coup, ton corps directement se prépare, en fait. Tu vois, et c'est fait automatiquement. Bah, écoute, c'est très intéressant. J'ai bien fait de poser la dernière question. Ouais. Faire répéter les choses parce que ça nous a permis de comprendre aussi le pouvoir des mots sur la motivation au quotidien. Donc, les mots qu'on utilise pour décrire les tâches ont leur importance sur notre capacité à les réaliser. Ouais. Et Et très bien. surtout l'intégrer dans une vision sur quelque chose qui te motive déjà, en fait. Tu vois, donc l'intégrer, donc là, si tu le relis carrément à la génération des prospects ou à l'acquisition des prospects, en ce moment, tu vois, ça a un sens parce que tu vois l'importance maintenant de la chose. D'accord. Mais si tu te dis, tu vois, c'est juste des mails, quoi. Là, mais aucune utilité. Mais pourquoi est-ce que tu veux que le cerveau te donne la motivation si toi-même tu ne trouves pas l'importance, tu vois pas l'importance de la tâche? Bah, c'est très clair. Bah, écoute, je pense que on en a beaucoup donné par rapport au sujet et je pense que la vidéo ça peut s'arrêter là. Dites-nous en commentaire vraiment ce que vous avez retenu de la vidéo. Je veux vraiment un volontaire pour faire un résumé des différentes étapes pour être motivé au quotidien par rapport à son projet. Vraiment, n'hésitez pas à remercier tout simplement si vous avez reçu de la valeur avec tout ce qu'a partagé Luc. N'hésitez pas aussi à nous dire ce dont vous voulez qu'on parle parce que c'est pas la dernière émission qu'on fait comme ça avec Luc Antoine. Dites-nous les sujets qui vous tracassent au quotidien, que ça soit en lien avec votre couple, en lien avec votre business, en lien avec l'éducation des enfants, le travail, tout ce que vous voulez. Tant que ça touche à l'humain, Luc Antoine a les réponses pour vous. Donc vraiment, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous demander ce que vous voulez. Likez aussi la vidéo parce que on commence, il faut nous soutenir, il faut aussi s'abonner. On veut tout le monde, on veut les filles et les gars. Abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à être motivé pour créer du contenu. C'est un peu le sujet. Nous aussi, on a besoin de sources de récompenses. Donc, donnez-nous des sources de récompenses pour qu'on soit encore motivé pour créer des sujets, pour créer des vidéos pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et à partager. Et à partager. Très important, à partager. Nous, on a besoin de récompenses. Si vous ne partagez pas la vidéo, on n'a pas de récompense, on ne fait pas la seconde. D'accord? C'était un plaisir, Luc, d'avoir cet échange avec toi. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Hâte d'être à la prochaine vidéo où on partagera un sujet encore plus intéressant. Ouais, merci. Allez.